Merci à vous tous d'être présents. Merci Cédric et Charles. Engagez-vous, rengagez-vous, il disait, cette bulle bien connue d'un album d'Astérix. Goscinny l'avait puisée dans le tout aussi célèbre slogan placardé par l'État français dans les années 30, qui recrutait des soldats pour l'armée coloniale. Quelques décennies plus tard, cette déclaration n'a pas pris une ride, mais sa destination et les circonstances, bien sûr, qui la déterminent ont bien changé. Engagez-vous, on pourrait dire aussi engageons-nous. Oui, mais à quelle fin? Seul ou ensemble? Pour soi ou pour autrui? Et aussi, quel processus l'engagement suit-il? Quelle éthique de l'engagement? Comment vivre l'échec de son engagement? Et encore, quid de l'engagement appliqué à la science, la politique, la démocratie, l'art, l'Europe ou l'entreprise? Enfin, et parce que de nombreux étudiants sont venus ce matin, nous verrons comment la jeunesse pense, exprime, exerce l'engagement. Nous verrons aussi pourquoi la politique traditionnelle ne sait plus l'entendre. Nous verrons les périls que ce divorce génère. Nous verrons comment y remédier, c'est-à-dire réconcilier la conscience et l'engagement politique de cette jeunesse avec le support démocratique, un support qui doit s'adapter coûte que coûte à ses attentes et à des exigences bien légitimes. Si la jeunesse n'a pas toujours raison, la société qui la méconnaît a toujours tort. Ce que disait François Mitterrand en mai 68 est d'une formidable actualité 53 ans plus tard. Voilà quelques-unes des questions que nous allons aborder avec nos invités, que je remercie vraiment de leur présence. Cédric Villani, le grand public vous a découvert en 2010 lorsque vous avez obtenu la consécration suprême dans votre discipline, la mathématique, qui curieusement d'ailleurs n'est pas distinguée par le prix Nobel. Cette récompense est la médaille Fields et depuis vous avez construit votre sillon dans une multitude d'engagements, scientifiques bien sûr, mais aussi managériaux à la tête de l'Institut Henri Poincaré et associatifs, avant d'embrasser en 2017 la profession d'élu politique, en l'occurrence de député de l'Essonne. Vous êtes entré au Palais Bourbon sous l'étiquette En Marche. Aujourd'hui, vous êtes non inscrit. Vous avez concouru au municipal de Paris et avez été porte-parole de la candidate Delphine Batho à la récente primaire écologique. Vous êtes membre de l'Académie des sciences, président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et s'il y a aujourd'hui deux engagements viscéraux qui vous caractérisent, c'est celui d'une Europe fédéraliste et celui de l'écologie, laquelle, et votre trajectoire s'avère là précieuse, vous la mettez à l'épreuve et à la lumière des faits scientifiques. Charles Pépin, vous êtes philosophe, vous êtes un auteur d'essais successful. Je citerai entre autres, tous édités chez Alary, La joie, la confiance en soi, une philosophie, les vertus de l'échec et en 2020, le savoureux, l'excellent La rencontre, une philosophie qui est une passionnante plongée philosophique, historique, littéraire, picturale, musicale, cinématographique et même papale, mais surtout intime dans le mystère de ce qui constitue la condition de notre véritable existence, dites-vous, la rencontre. La double rencontre, celle vers l'autre, celle vers soi, deux mouvements consubstantiels l'un de l'autre et qui d'ailleurs questionnent très directement l'engagement. Cet été, vous vous êtes momentanément reconverti, je le dis objectivement avec brio, dans l'animation d'une émission quotidienne radio. C'était chaque matin donc sur France Inter et elle s'appelait « Sous le soleil de Platon ». Avant d'engager notre dialogue, je vous invite d'abord à écouter la linguiste Julie Neveu qui va nous éclairer sur la notion d'engagement. Alors, dans le verbe s'engager, il y a le mot gage. Le mot gage qui est de la même famille que gageur, que gager. Et en fait, il y a l'idée de risque, de pari sur l'avenir. Donc en fait, il y a deux dimensions dans s'engager que j'aime bien. Il y a la dimension d'abord, c'est que quand vous vous engagez, quand vous déposez quelque chose en gage, c'est auprès d'autrui, auprès de quelqu'un d'autre. Donc il y a vraiment une dimension sociale. Si vous voulez, avec l'engagement, on passe du je au nous. Et ça me fait penser à la citation de Camus, « Je me révolte, donc nous sommes ». Vous voyez, dans l'engagement, je produis une preuve, je manifeste un objet, je dépose un objet auprès de quelqu'un d'autre qui est la garantie que je me conduirai de la même façon après le présent. Car ça, c'est la deuxième dimension de s'engager. En fait, quand on s'engage, on sort de la situation présente et on postule, on imagine qu'il y aura bien un avenir où je serai toujours. Et où peut-être, grâce à mon engagement, les valeurs seront plus conformes à ce que je pense qu'elles devraient être. Ainsi, l'engagement est à la fois donc un geste social et un geste de confiance et de réduction des incertitudes sur l'avenir.
Votre émission, Charles, m'y fait penser, sur le soleil de Platon. Qu'est-ce qu'un philosophe engagé et que signifie s'engager lorsqu'on est philosophe? Alors, déjà, sur l'engagement en général, c'est intéressant ce qu'elle a dit. Il y a cette idée comme ça de sortir d'un état actuel pour se projeter dans un état futur. Donc il y a un pari sur la durée. Mais plus précisément, je crois que le philosophe engagé, quand il est engagé au sens social ou politique, souvent c'est qu'une petite partie, c'est comme une conséquence en fait d'une philosophie qui est déjà un autre type d'engagement. Donc ce qu'on peut peut-être dire, c'est que au fond, être humain, c'est être engagé dans un processus d'existence, parce que le simple fait de vivre d'une certaine manière revient à militer pour des valeurs, même quand on n'est pas engagé clairement, et que peut-être le philosophe, lui, il vient démasquer le fait que nous sommes toujours déjà engagés, même quand nous ne le savons pas. Et j'ai l'impression que, en revanche, quand on a un philosophe qui va s'engager sur une scène sociale ou politique, eh bien souvent ça peut être un peu réducteur, ça peut réduire finalement le caractère plus premier et peut-être même métaphysique de tout engagement existentiel. Et c'est quelque chose que disait très bien Sartre, lui qui a été bien sûr un philosophe engagé, mais ça montre que son engagement social ou politique finalement ne doit pas occulter le reste. Ce que disait très bien Sartre, c'est que de toute façon, quoi qu'on fasse, dès qu'on agit, dès qu'on fait des choix, dès qu'on prend des décisions, en fait on manifeste un engagement par rapport à des valeurs. Et donc on sort de l'indétermination par ses gestes, par ses choix, par ses prises de décision. Donc en fait, on est tout le temps en train de s'engager. On ne peut pas vivre dans le désengagement complet. Par exemple, si vous faites un choix par rapport à vos études, vous hésitez entre deux types d'études, eh bien, nous, dans notre modernité individualiste ou relativiste, on va dire oui, bah, chacun fait ses choix, ça n'engage que toi. En fait, pas du tout. Si vous choisissez, par exemple, je sais pas, entre que vous commencez à travailler tout de suite ou prolonger vos études, eh bien, ça ne concerne pas que vous. Le simple fait de prendre cette option indique un parti pris par rapport à l'existence. Eh bien, je crois que souvent, le philosophe, son rôle, c'est moins de prendre des positions sociétales, sociales, politiques, que de montrer que dans toutes les décisions de tout le monde, dans toutes les manières d'exister, au fond, il y a des engagements implicites qu'il s'agit de clarifier et d'expliciter, voire peut-être auxquels il s'agit de savoir être fidèle dans la durée. Cédric, dans votre livre « Immersion de la science au Parlement », qui est remarquable et qui retrace votre cheminement vers la députation, à propos d'engagement, vous évoquez un voyage intérieur. Quel était ce voyage intérieur dans lequel vous avez justement ensemencé votre nouvel engagement politique? En l'occurrence, dans le livre que vous évoquez, le premier chapitre, c'est ce voyage intérieur, celui par lequel j'accepte l'idée sur laquelle je vais me lancer dans la candidature à la députation. Début du chapitre, ma réponse était non. Et quand on est venu, à l'époque, c'était pour la campagne législative, quand en 2016, on est venu me proposer de m'engager, j'ai dit non. Et quand on me l'a redemandé, j'ai redit non. À l'époque, j'avais la direction de l'Institut Henri Poincaré, énormément d'affaires sur le feu, et pour moi, l'engagement politique, c'était pas le moment. Et puis, suite à des concours de circonstances, suite à une part de hasard, suite au fait que la campagne qui se déroulait en 2017 était énormément placée pour l'un des partis sous le signe de l'Europe qui m'est tellement cher, je me suis dit, hop, ça y est, on y va. Et de façon paradoxale, c'est seulement à partir du moment où l'un de ceux qui me recommandait le plus de ne pas y aller, mon collègue mathématicien Jean-Pierre Bourguignon, m'a, dans un message, explicité toutes les raisons pour lesquelles il ne fallait pas y aller, que j'ai pu les avoir en face de moi, que j'ai pu les réfuter une à une dans ma tête et me dire, bon, finalement, toutes les raisons qu'il me propose sont de mauvaises raisons, et j'y vais. Je ne prévoyais pas tout le chaos qui allait s'en suivre. À titre personnel, il vaut mieux, si vous entrevoyez tout ce qui se passe, parfois, vous ne bougez pas. Mais ce qui est sûr, c'est que cette première étape, l'étape intérieure, était la plus importante pour la suite. Est-ce un engagement que vous regrettez aujourd'hui, justement, après les 4 années de chaos que vous évoquez? En aucune façon. Ça m'a permis de vivre quelques moments dont je suis très fier. Je pense à mon rapport sur l'intelligence artificielle. Je pense au rôle que j'ai pu jouer sur la reconnaissance et la déclaration par le chef de l'État du calvaire de Maurice Audin, ou je pense à la façon dont j'ai pu agir pour rénover l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques que vous évoquiez tout à l'heure. Et puis, il y a eu aussi quelques événements, quelques actions qui se sont soldées par ce qu'il faut appeler un échec. Échec qui en a à chaque fois été extrêmement enrichissant par certains moments,
Vous savez, je suis venu à Charles Pépin par son livre Les vertus de l'échec. Après une certaine élection, un de mes supporters m'a dit « Lis absolument cet ouvrage, tu en retireras un grand profit. » Et je confirme. Et tout ce qu'on peut retirer d'un échec est très important. Tout à l'heure, dans la définition, on parlait bien dans l'engagement de la prise de risque. Évidemment, il n'y a pas de prise de risque sans possibilité d'échec. Charles, justement, quel travail faut-il entreprendre pour que l'échec d'un engagement n'altère pas la volonté et la capacité ultérieure de continuer de s'engager? C'est à peu près ce que Cédric Villani disait, c'est-à-dire c'est un travail d'intelligence, au fond, de compréhension, et de compréhension de quelque chose de très simple, mais qu'on n'a pas appris à comprendre, qui est que l'expérience du réel a davantage lieu dans l'échec que dans le succès. Parce que dans le succès, on est dans une sorte d'ivresse, on frôle le réel, on a envie que ça continue, on n'est pas en train de s'arrêter pour analyser, en fait on rencontre moins le réel. Et d'ailleurs, Cédric Villani, c'est presque davantage en vous le scientifique qui sait cela que l'homme politique qui a connu l'échec. Parce qu'en science, tout progrès n'est jamais qu'une erreur rectifiée. C'est une phrase de Gaston Bachelard. Et on sait très bien que quand on a une hypothèse scientifique et qu'on essaye de la vérifier, ce qui va nous faire progresser, c'est si la vérification ne marche pas. Parce que si elle marche, ça ne veut pas dire que la théorie est vraie ou que l'hypothèse est vraie. Ça veut peut-être simplement dire qu'on n'a pas encore trouvé les conditions de vérification qui montreront que c'est faux. En revanche, si la vérification montre que c'est faux, c'est que c'est faux. Donc en fait, on progresse davantage par l'échec que par le succès. Ça, c'est sur un plan de la vérité scientifique. Évidemment, c'est aussi vrai sur un plan humain. On l'a tous vécu, moi le premier. Le succès a davantage de chances de nous rendre cons, arrogants et suffisants que l'échec, tandis que l'échec nous ouvre avec davantage d'empathie, d'écoute des autres, d'humilité, mais aussi de créativité. Ça, on l'oublie toujours. C'est que la créativité est associée à un sentiment d'échec. Tous les grands créateurs qu'on fantasme comme des démiurges tout-puissants qui ne rencontreraient jamais l'obstacle ou l'entrave, je sais pas, de Picasso à Proust, en fait, c'est parce qu'ils ont un permanent sentiment d'échec, qui remettent la tâche comme ça au travail, et que finalement ils se rectifient, qu'ils s'amendent. Et voilà, je vous rappelle que Léonard de Vinci mettait 7 ans à faire un tableau, et que même les grands créateurs, souvent, ils sont confrontés à la résistance du réel. Donc ça, c'est ma première réponse. Et ma deuxième, et je vois qu'il faut que je me dépêche, c'est qu'il y a deux grandes vertus de l'échec différentes. Et peut-être, ça peut être intéressant de ne pas être obsédé par la première. La première, c'est une vertu de compétence ou d'enseignement, une vertu de persévérance. C'est-à-dire que je vais tirer des apprentissages de mes ratages, grâce auxquels je vais persévérer dans la même voie pour finalement réussir dans cette voie. Mais il ne faut pas oublier l'autre vertu. Enfin, dans mon livre, j'en envisage plutôt 7, mais il y en a 2 grandes. Et la deuxième, c'est une vertu de bifurcation. C'est pas spécialement que je vais comprendre un truc important pour persévérer dans la même voie, c'est que je vais changer de voie et je vais envisager un autre chemin professionnel ou un autre chemin d'existence et j'aurais jamais bifurqué si j'avais pas eu la chance d'échouer parce que tout à l'ivresse de mon succès, j'aurais été tenté de persévérer dans la même voie. Et on en voit justement des hommes et des femmes qui, parce qu'ils n'ont pas la chance d'échouer, vont être conduits toute leur vie sur la même voie, et de succès en petit succès, et de retraite en retraite, et jusqu'à la mort, ne rien connaître d'autre qu'une seule voie d'existence, alors que l'existence remporte presque une infinité de chemins, d'où la phrase de Sartre, et vous comprendrez mieux qu'elle n'est pas provocatrice, c'est que plus tu échoues, plus tu existes. Il me revient en tête, en écoutant le petit exposé de Charles Pépin, les sages paroles d'un de mes confrères de mathématicien de Berkeley, très célèbre spécialiste d'analyse d'équations dérivées partielles, qui m'est bien répété « Every day is a failure ». Chaque jour est un échec. Et c'est comme ça en mathématiques, en recherche. Et il ajoutait « Et pourtant, alors qu'on sait tous en tant que chercheurs que chaque jour est un échec cuisant, parce que ça ne marche pas comme on voudrait, parce que l'équation est rebelle, quand on regarde en arrière sur les années écoulées, on voit tous les progrès parcourus. De temps en temps, il y a un petit déclic. De temps en temps, il y a quelque chose qui se passe. Le nombre, dans une œuvre collective, le nombre de personnes qui participent à la compréhension fait que vous avez toujours, globalement, un progrès collectif qui vient compenser l'expérience cuisante de l'échec individuel. Je voudrais ajouter aussi, là encore, tirer des exemples du côté scientifique. On a entamé les hostilités avec Gaston Bachelard, qui est une superbe référence. On va continuer avec Henri Poincaré.
On le connaît en tant que philosophe mathématique, aussi par sa propre expérience de la mathématique. Il nous donne des exemples extraordinaires. Et l'une de ses grandes réalisations, l'un de ses plus grands théorèmes, qui parle de la stabilité et de l'instabilité des corps célestes, il a reçu une décoration internationale très célèbre pour ça, ça a commencé par un plantage retentissant. Il s'est retrouvé, il faut imaginer la situation, concourir à ce célèbre prix qui avait été mis en place par le roi Oscar de Suède et proposer une contribution qui a été jugée révolutionnaire, magnifique par le jury international, qui lui avait eu les honneurs et tout ça, qui s'est avérée être complètement fausse. La conclusion, il s'en est rendu compte, c'était en fait l'opposé de ce qu'il croyait démontrer. Il s'en est rendu compte entre le moment où il a reçu le prix et le moment où le manuscrit devait être publié. Il a réussi à faire corriger in extremis les épreuves, ça a été une affaire terrible. Il a fallu toutes les éditions de manuscrits toutes les éditions imprimées ont été détruites, sauf 2 ou 3 qui sont conservées pour les archives de la science. Et donc un échec monumental transformé en un succès retentissant. Quand on a préparé ce dialogue, Cédric, et que je vous ai demandé ce que l'engagement signifiait chez vous intimement, vous m'avez instantanément répondu, c'est une maladie. Et de cette maladie, dans votre livre, vous avouez que vous avez failli en mourir à 2 reprises d'épuisement. Alors, ma question, je vais d'abord la poser à Charles. À quoi sert l'engagement s'il devient létal ? Comment se soigne-t-on de cette maladie de l'engagement ? Et est-ce qu'un engagement noble, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, mais j'emploie quand même le terme, nous embarque-t-il nécessairement dans l'excès ? Et je voudrais faire pour ça le lien avec une récente interview que vous avez donnée dans Télérama, c'est à propos du hasard, donc on n'est pas sur l'engagement, mais vous traitez la place qu'il faut conférer au hasard dans la conduite de la rencontre, et vous appelez un savant dosage entre le trop et le trop peu. Oui, alors l'idée que j'ai exposée sur la rencontre, après on va voir ce que ça aide à penser pour l'engagement, c'est l'idée de réactualiser une valeur grecque qui est celle de la juste mesure, de la mésotès, mais que nous, on n'arrive pas bien à penser parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'un peu mou, d'un centre mou, alors qu'en fait, pour les Grecs, le juste milieu est un sommet. Et j'expliquais concernant le hasard qu'il y a 2 excès qui empêchent, au fond, c'est la thèse de mon livre, qui empêchent de rencontrer quelqu'un, soit amoureusement, amicalement ou même professionnellement. Le premier excès, c'est de s'en remettre complètement au hasard. Et le deuxième excès, c'est de vouloir abolir le hasard. Et donc, si on applique cette éthique de la juste mesure à la question de l'engagement, je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, quand je m'engage pour des valeurs. Mais on se trompe souvent en disant, voilà, il faut que mon engagement soit clair, que j'incarne mes valeurs parfaitement. Parce que je trouve qu'il y a là un excès qui peut effectivement rendre fou et qui peut peut-être tuer. Parce que les valeurs, c'est très abstrait. Les valeurs, par exemple, Cédric Villani défend des valeurs européennes, moi aussi, mais c'est quand même assez abstrait. C'est quelque chose dont on parle. Le réel, il est concret, il est plein d'épaisseur, de tessiture, d'obstacles, de résistance. Donc si on veut incarner des valeurs dans le réel, on va avoir tellement de désillusions, il y a tellement de décalage entre le plan des valeurs, souvenez-vous des idées platoniciennes, c'est le ciel des idées, et le plan de l'histoire, du réel, que ça va être très dur. Alors comment penser le rapport entre le réel et les valeurs ? Et je pense qu'on peut le penser en disant que ce qu'il faut, c'est se rapprocher. C'est peu à peu être de moins en moins en contradiction entre ce qu'on fait et ses valeurs. Il ne faut pas viser une exemplarité parfaite. Et c'est pour ça que je me méfie de l'expression d'incarnation. Je pense que si on pouvait symboliser, c'est peut-être mieux. C'est-à-dire qu'il faut que mes actions, mes engagements concrets, mes prises de position, en fait ce que je fais, peut-être fassent signe vers les valeurs pour lesquelles mon engagement milite. Et peut-être que si on remplace incarnation par symbolisation, c'est plus doux, c'est plus subtil. Et on va peut-être moins mal vivre éventuellement un échec ou un échec relatif. Et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est que évidemment un engagement, la sagesse, c'est de savoir le rectifier, de savoir corriger un peu, de savoir changer un peu de direction. Et donc en fait, tout ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut se méfier de l'idéologie. Et que peut-être ce qui fait qu'on tombe malade, c'est quand on n'a pas la sagesse de se dire que le réel est parfois plus fort. Et que voilà, il faut se contenter peut-être d'essayer d'aller dans une direction, peut-être de la rectifier un petit peu. Mais voilà, l'idéologie, c'est l'enfermement dans la logique d'une idée, comme disait Hannah Arendt. Et quand on s'engage dans le réel, il faut accepter qu'on est sorti du monde des idées.
Et cette acceptation, à mon avis, elle protège des mots que vous évoquez. Cédric, ce que dit Charles, vous aide-t-il à soigner votre maladie? Alors d'abord, par rapport à ce que vous évoquiez, cher Denis, je ne sais pas si peut-être que j'exagérais un peu, en tout cas que l'impression que je n'avais c'est écrit. exagéré, mais oui, certain que j'avais le sentiment, et c'est arrivé à 2 époques dans ma vie où j'étais tellement surmené que je me disais c'est pas possible, je vais claquer. Je dormais pas, j'avais des nuits de 1 heure, 2 heures, 3 heures, j'avais une montagne d'engagement dont j'arrivais pas à me défaire. Et puis j'en ai connu des gens qui sont morts d'épuisement. J'en ai connu 2. C'est quelque chose qui arrive, dans lequel on peut se retrouver piégé. Et dans le même temps, je dois reconnaître, cette façon qu'on a de se retrouver face à quelque chose qu'on n'arrive pas à arrêter, quelque chose qui est plus fort que vous, les meilleures réalisations que j'ai pu produire, elles se sont faites à chaque fois dans un tel contexte. Que ce soit des ouvrages ou des théorèmes, dans une situation où vous n'avez plus la main et où vraiment c'est l'idée que vous recherchez ou le livre que vous voulez écrire qui s'impose à vous d'une telle façon que vous lui accordez plus de prix qu'à votre santé. Je me souviens très bien de ce moment où je me retrouve dans un aéroport après avoir travaillé toute la journée et depuis plusieurs jours sur un ouvrage qui me tenait particulièrement à cœur. Je vois l'avion et je me dis j'ai pas fait de sauvegarde. Si jamais l'avion s'écrase, le manuscrit sera perdu. Et d'un coup, ça me vient là, mais quelque chose comme une grave erreur que j'ai produite. Et à ce moment-là, c'était très clair pour moi, le fait de perdre l'ouvrage était plus embêtant que le fait de perdre la vie dans cet avion. Bon. C'est vous dire le genre de maladie, quand je vous parle de maladie, quelque chose qui vous embarque réellement. Et cet ouvrage, à la fin, c'est l'un des ouvrages dont je suis le plus fier, et vraiment, il ne m'a pas laissé de répit, si on peut dire. Au début, j'étais un peu engagé, ça devait être des notes de cours, puis je me suis dit, je vais les améliorer, puis petit à petit, c'est devenu un projet dans lequel j'étais tout entier plongé, puis c'est devenu un truc qui m'occupait le jour, la nuit, j'en rêvais. C'est un emprisonnement, à un moment. C'est une forme d'emprisonnement, c'est pas volontaire, c'est plus fort que vous. Et c'est une forme d'engagement, alors... peut disserter. Est-ce que c'est un vrai engagement au sens où vous ne l'avez pas voulu, ça s'impose à vous? Un certain nombre de mes engagements, ils se sont imposés à moi. Commencé d'ailleurs par mon engagement mathématique, si je puis dire. Je me suis retrouvé étudiant en mathématiques à l'École normale supérieure. J'avais jusqu'à l'âge de 20 ans, on va dire, sans avoir jamais fait un choix, juste en me laissant porter dans la direction qui me semblait être inéluctable, en fonction de ce que me disait mon entourage, mes camarades de classe, qui sait quoi. Même pas de choix dans la bifurcation possible. Puis d'un coup est arrivée l'espèce de crise de foi, finalement, est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est ça? Est-ce que je veux me lancer là-dedans? La crise de sens, à quoi ça sert tout ça? Le fait de me retrouver mis en selle, avec une bonne dose de hasard à chaque fois. J'ai beaucoup aimé ce qu'il y a sur le hasard. Il se trouve que quand on me demande des conseils pour les jeunes, je dis toujours les mêmes conseils, qui sont pas se faire mettre dans une case, rester en mouvement, dès qu'on comprend parfaitement un truc, commencer à bouger, pas vers un truc qui est complètement différent, mais vers le truc d'à côté, où ce qu'on a appris avant va pouvoir éclairer le truc d'à côté, et puis laisser une part au hasard. Ça vous fait explorer des horizons que vous n'auriez jamais pu prédire. Ça, oui, peut-être, vous connaissez l'histoire de François Nourricier et de son livre, le livre perdu. En fait, il avait fait son meilleur livre, d'après lui, comme vous. Et à l'époque, il n'avait pas sauvegardé. Enfin, il avait qu'un tas de feuilles. Et il s'est fait voler, alors que le livre était terminé, sa sacoche dans laquelle il y avait le livre, à la gare. Et donc, lui, il n'est pas mort, mais il a réécrit le livre. Et il l'a trouvé encore meilleur, in fine. Donc finalement, bon... et après, sur le hasard, alors évidemment, c'est une très belle idée de vouloir faire sa place au hasard. Alors, je suis très, très heureux que ce soit un mathématicien en plus qui me confirme, mais c'est vrai qu'on pourrait dire que le hasard, c'est la rencontre de pas mal de choses, de pas mal de lignes de causalité, on pourrait dire. Mettons, allez, j'ose une définition mathématique, mais le hasard, c'est la rencontre de n lignes de causalité. Eh bien, en fait, on peut agir dessus, mais partiellement. Une de ces lignes de causalité, c'est notre action, c'est notre liberté, c'est nos décisions. Une autre, d'ailleurs, c'est peut-être aussi notre capacité à accepter qu'on ne décide pas tout. Et d'ailleurs, c'est ça qui est très beau dans l'engagement.
Et d'ailleurs, on a entendu les deux idées dans votre parole, Cédric Villani. À un moment, vous avez décidé de vous engager en politique. Et puis, en même temps, l'engagement dans les maths s'est imposé à vous. Et en fait, je crois que dans tout engagement, il y a cette indissociabilité de la décision et de ce qui s'impose à soi. Et que notre pensée binaire, dichotomique, elle échoue à saisir la grâce de l'engagement, parce que soit on se dit, mais soit je décide pas. Mais dans la vie, ça se passe pas comme ça, en fait. Et à un moment, un truc s'impose à moi, et puis j'y consens et je le décide. Mais nous, avec notre pensée dichotomique, on croit que soit je l'ai décidé, et dans ce cas-là, je suis volontaire, je décide, soit je me laisse faire et je suis passif. Mais non. La preuve, je crois que si moi j'ai vécu pareil que vous sur des livres, sur des engagements, il y a un moment, en fait, on y va, bien sûr, on y va avec son cœur, on y va avec son âme, on y va avec toutes ses forces. Et en fait, ça s'impose à soi. Mais on y va. J'aimerais qu'on parle de la finalité. Pardon. Oui, Cédric. Juste deux mots. L'un pour dire très forte cette expérience de M. Nourricier que vous évoquez m'est arrivé en tout petit quelque chose d'un peu comme ça pour mon ouvrage Théorème vivant que nous avions, sur lequel nous avons longuement évoqué, cher Denis, où j'avais commencé à bosser dessus pendant quelques mois. Des notes, ça me paraissait comme quelque chose de très précieux, que j'ai perdu, tout remué ciel et terre pour les retrouver, j'ai dû tout reprendre à zéro. C'était incontestablement bien meilleur après. Ça pourrait être une discipline qu'on se donne. Perdre son ouvrage, au moins à un certain stade. Alors, là où il y a encore un exemple qui est cher à mon cœur, c'est le second concerto de Prokofiev. Pour moi, le plus beau concerto pour piano jamais écrit, a été détruit dans un incendie, complètement réécrit par le jeune Prokofiev. Et je ne peux pas imaginer que la version écrite après était moins bonne que la version qui était avant. J'aimerais qu'on parle de la finalité, de la destination de l'engagement. L'utilité de ce que l'on engage, Cédric, est centrale chez vous. Elle constitue la clé d'arbitrage entre toutes les sollicitations. Enfin, c'est l'une des clés d'arbitrage. Mais ma question est de savoir si tout engagement doit-il être nécessairement utile, et cette utilité doit-elle être nécessairement altruiste? Charles. La notion d'utilité, on a beaucoup parlé tout à l'heure avec Joanne Chapoutot, l'historien. Il y a une utilité personnelle, il y a une utilité sociale, mais il y a aussi quand même des engagements désintéressés. Je crois qu'il faut peut-être entendre l'engagement en un sens plus large. On peut être, par exemple, dans une contemplation esthétique de la nature, on est engagé dans un rapport au monde. Moi, je propose quand même d'entendre le mot au sens plus large. Ce qui me paraît intéressant philosophiquement, c'est de dire, et c'est ce que je disais au début, que dans toute façon de vivre, en fait, il y a un acte militant pour des valeurs, même quand elles sont implicites. Et que donc on est toujours engagé, en fait, dans un processus, au fond, dans une vision du monde, et même dans un combat pour des valeurs. Ça, c'est important. Alors après, utile, non. Je pense que le mot utile est un peu restrictif. Et puis, altruiste, non. Il y a des engagements qui ne sont pas directement altruistes. J'ai l'impression qu'il ne faut pas fermer comme ça la focale. Et puis souvent, il y a beaucoup de philosophes qui nous ont montré que c'est pas très clair, la distinction entre l'intérêt et le désintéressement, entre l'altruisme et le souci de soi. Parfois, on fait des bonnes choses pour les autres, pour avoir une bonne image de nous-mêmes, par exemple, ou pour ne pas avoir honte, et on fait quand même des bonnes choses. Donc, je pense qu'il ne faut pas tomber dans la moraline excessive. Mieux vaut faire des bonnes choses pour des raisons un peu mauvaises que de ne pas faire de bonnes choses du tout. Vous n'avez pas l'impression qu'on vit dans une société un petit peu de l'injonction à l'engagement? Non, je ne trouve pas. Non. On vit dans une société très... Il y a un langage, il y a une doxa comme ça, mais les gens sont très autocentrés, très individualistes et très égoïstes. Les jeunes... Aujourd'hui, ont conscience qu'il faut que le monde change davantage, que les jeunes de 15, 16 vont nous sauver, je pense. Mais moi, je pense qu'il faut d'abord reconnaître que l'animal humain est plutôt individualiste, ne s'engage pas beaucoup pour les autres. Et sur la base de cette lucidité, sans jeter la pierre à cet état de fait, militer pour des engagements altruistes, écologiques, évidemment. Mais j'ai pas l'impression. Je pense que cette injonction, elle est plus langagière. Et que les gens ne se sentent pas vraiment... Enfin, le problème d'une injonction, c'est quand elle est tellement forte dans l'inconscient qu'elle paralyse. Je pense que là, on n'en est pas là. On est juste en train de comprendre
qu'on n'a pas le choix. Il va falloir en tant que... Enfin, on n'a pas le choix à plein de niveaux. Au plan politique, je pense, comme Cédric Villani ou mon ami Raphaël Glucksmann, qu'il faut absolument s'engager dans l'Europe, exister en tant qu'Europe, parce qu'on voit bien que c'est la seule manière de faire vivre un monde meilleur, que les États-Unis ne le feront pas, que la Chine ne le fera pas, que c'est à nous de le faire. En quelque sorte, on n'a pas le choix. C'est pas une injonction, c'est juste une lucidité. Et de même, sur un plan, cette fois, non pas juste politique, mais carrément cosmopolitique, écologique, on n'a pas le choix non plus. Mais je trouve que cette injonction, elle n'est pas un problème, en fait. Elle ne vient pas nous inhiber. Je pense qu'elle est juste une lucidité, en fait. C'est-à-dire que cet engagement pour l'Europe, j'aimerais que vous nous en disiez un mot parce qu'elle est vraiment cardinale dans la somme des engagements qui sont les vôtres. Et j'aimerais que vous nous disiez d'ailleurs aussi très concrètement ce que vous attendez du chef de l'État qui va prendre la présidence de l'Union européenne au 1er janvier. Quel type d'engagement réel, réaliste et concret attendez-vous de lui? Alors, avant d'aborder votre question éminemment délicate, je vais commencer par réagir sur la question engagement. Doit-il être mu par le désir d'être utile ou pas forcément? Et je vais commencer par mon premier engagement de mathématicien, celui de mon sujet de recherche. Tout à l'heure, on parlait encore on revient sur l'engagement comme une forme de pari, donc de risque, et quelque chose qui change l'avenir. Quand vous êtes en sciences, on peut dire que le travail de thèse, c'est la première fois que vous avez un engagement. Au moment où votre directeur ou directrice de thèse vous donne le sujet, il s'agit de trouver quelque chose d'inconnu, de changer l'état de la science, entre l'état avant votre thèse et l'état après votre thèse, une nouvelle brique dans le grand mur des sciences. Et c'est un pari, personne ne sait, même la personne qui vous l'a donné, personne ne sait s'il y a une solution au problème qui vous est confié. Donc ça, c'est le premier engagement. Et au moment où je suis allé voir mon directeur de thèse, ça fait un certain temps, hein, c'était au milieu des années 90, à l'époque, j'étais dans une sorte de crise de foi, justement, sur le sens de l'engagement en mathématiques. Et j'avais insisté sur le fait que le sujet devait être utile, avoir des applications. Ce qui avait un peu surpris mon directeur, parce que c'était pas quelque chose de classique à cette époque-là, et pour quelqu'un de mon âge, à l'ENS, plutôt idéaliste. Et donc, il m'a dit, voilà, on va travailler sur l'équation de Boltzmann, elle a telle et telle application et tout ça. Puis j'ai regardé, mais oui, donc, effectivement, il y a des utilités et tout ça, et ça me paraissait important que je m'engage là-dedans que s'il y avait des applications. Et puis, chemin faisant, cette préoccupation de l'utilité est passée complètement au second plan. Je suis tombé amoureux de l'équation, littéralement, hein, avec sa beauté formelle, avec tout ce que ça représentait comme confluent entre théorie de l'information, théorie cinétique, mécanique des fluides, etc. Tous les mystères qu'il y avait dedans, ça me paraissait d'une beauté extraordinaire que je n'avais pas du tout imaginée, et apporter une contribution esthétique, élégante, intéressante à cet édifice me semblait bien plus important que les applications. Je fais une parenthèse, pardon, et on viendra à l'Europe. Cette rencontre amoureuse avec une équation, ça, vous ne l'avez pas traité dans la rencontre. Hein. Non, mais... Rencontre du quatrième type. C'est très beau. J'aimerais bien... On sent que c'était un coup de foudre. Hein. Et c'est vrai que... Mais c'est exactement... En fait, j'en parle parce que je parle de rencontres avec des phrases dans un poème ou de rencontres avec des tableaux. C'est un peu pareil. Hein. Et c'est ce qui est très beau, c'est de sentir qu'on est face à quelque chose qui n'est pas soi, mais dont on sent que c'est au contact de cette chose qui n'est pas soi qu'on va devenir soi-même. En fait, c'est ça qui est beau. Et alors maintenant, parlons de l'Europe. Vous êtes face à Emmanuel Macron. Ouais. Quel engagement? Alors d'abord, mais parce que je suis têtu, un petit mot sur l'engagement européen qui va illustrer ce que disait Charles Pépin sur toujours l'équilibre entre ce que la rencontre vous impose et votre décision. Comment je me suis lancé dans l'engagement politique européen? C'était dans la foulée de la médaille Fields. Et dans la foulée de la médaille Fields, je me retrouvais avec toutes sortes de sollicitations, plein de personnes qui voulaient me rencontrer pour faire ceci et cela. Et parmi ces personnes, le directeur général du laboratoire d'idées fédéraliste Europa Nova. Et il vient déjeuner, on se rencontre, il discute, il dit voilà ce que nous faisons, etc. Engagement pour l'Europe, etc. Je me dis, bon, tout ça c'est très bien, mais qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Et puis, chercher une façon de prendre congé poliment, et il me dit, voilà, on a pensé à vous pour faire partie de la première promotion de jeunes leaders européens qu'on veut lancer. Création d'un groupe de jeunes Européens
tous excellents dans leur domaine, qui peut être intellectuel ou politique, ou dans les médias, ou dans les sciences, une quarantaine, et qui vont se retrouver pour élaborer ensemble, pour parler ensemble du futur de l'Europe. Et là, je me suis dit, voilà, super, il faut que j'y aille. Et le courant est tellement bien passé avec ce groupe et avec le laboratoire d'idées que je me suis engagé dans le laboratoire d'idées, je suis devenu vice-président, c'était le début de mon engagement politique pour l'Europe. Il me semblait tout à fait naturel d'être européen parce que un scientifique est forcément international, parce qu'on a vécu ça dans la création, dans notre chair, si on veut, dans notre formation, avec des collaborations européennes, on a fait des conférences partout. Mais là, par le jeu de cette rencontre, ça se transformait en engagement politique. Et c'est seulement après que je l'ai théorisé en disant, voilà, de la même façon que quelques autres scientifiques avant, je pense à Henri Cartan, qui a été l'un des premiers à mener une liste fédéraliste en France dans la suite de son engagement mathématique, ça va être un de mes objectifs que de faire monter l'idée européenne dans la société. Alors, effectivement, par quel bout prendre l'idée européenne? Et que dites-vous à Emmanuel Macron, que dis-je à Emmanuel qui prend Macron, la présidence de l'Union européenne au 1er janvier? Qui prend la présidence voilà. de l'Union européenne, bien sûr. Et je lui dis, le combat européen, il faut le mener au niveau de l'Europe, bien sûr, mais le mener en France, à chaque instant et chaque jour. Ça va être l'occasion, pendant cette présidence française, qu'on entende parler dans le débat national d'Europe sans arrêt. Pourquoi j'insiste là-dessus? Le débat national français, comme les autres débats nationaux européens, est très largement dominé par la politique nationale et très peu par la politique européenne. Aujourd'hui, hier, on a parlé de politique allemande et c'est très bien, parce qu'il y avait les élections allemandes, mais la plupart du temps, on n'entend pas parler. Je l'ai vu de façon presque caricaturale dans mon engagement politique. Quand j'étais engagé sur les questions européennes, à défendre le fédéralisme dans des tribunaux, des rencontres, à être siégé au Conseil scientifique. J'étais le Français du Conseil scientifique européen, le premier qui a été mis en place la Commission européenne pendant des années. Jamais un média, jamais un article de journal là-dessus. Du moment où je me suis lancé en politique nationale, il y avait des micros sous mon nez, il y avait des articles, il y avait des sollicitations, etc., etc. Combien de fois on a entendu des grands discours, des interpellations à la télévision de notre président, et c'est normal. Combien de fois on a entendu, en France, à grande écoute, des discours de la présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen? Combien de fois on a vu un débat européen? Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle a entendu un discours de la présidente de la Commission européenne. Tant qu'on n'a pas, au niveau démocratique, dans le débat, l'Europe présente, l'Europe restera une construction abstraite et on pourra continuer à parler longuement de ces institutions et de ce qu'on voudrait, changer tel ou tel traité. Ça ne sera pas un objet politique sur lequel on pourra agir et s'engager. Alors j'aimerais maintenant qu'on parle d'un public qui va être bien sûr central dans ce que l'Europe va devenir. Ce public est composé des jeunes, de la jeunesse. Alors bien sûr, je devrais dire des jeunesses parce qu'il n'y a aucune jeunesse homogène et selon les conditions sociales, matérielles, affectives, éducationnelles, il y a bien sûr c'est un puzzle, la jeunesse. Mais on va être obligé un petit peu de réduire cela à la jeunesse. L'abstention domine au sein de la jeunesse. Je rappelle qu'aux dernières législatives, elle culminait à 74% chez les 18-24 ans et aux récentes régionales à 87%. La jeunesse ne croit plus guère en la démocratie représentative, mais penser qu'elle n'a pas de conscience politique est bien sûr une hérésie. Elle n'est pas désengagée, loin de là. Simplement, sa colère, ses aspirations, par exemple en faveur de notre planète, ce que vous évoquiez tout à l'heure, Charles, ou d'une plus grande justice, elle les exprime d'une autre manière, dans des mouvements associatifs, lors de manifestations ou sur les réseaux sociaux. D'abord, comprenez-vous cette désaffiliation de la jeunesse pour la démocratie représentative? Charles. Évidemment, bien sûr que je la comprends. Si on se met à leur place quand même, si on essaye de voir avec leurs yeux ce qu'offre comme spectacle le jeu politique et politicien national, on comprend leur désaffection. D'ailleurs, ce que disait Cédric Villani est très éclairant. Moi, je pense qu'il serait davantage sensible à une vision européenne s'il y avait ce débat qu'on ne voit pas. Je pense que ça pourrait peut-être plus les toucher. Ils sont très lucides sur cette espèce de combat de coq, de espèce de petite guéguerre, là. Ça, c'est une chose. Après, je pense qu'il y a d'autres façons de s'engager qui sont très présentes.
et que la jeunesse s'engage en vérité. Elle se mobilise. Si on prend par exemple la question des Ouïghours, et si on prend la question des vêtements qui sont en partie fabriqués par ces esclaves, en fait, eh bien, nous, on a du mal à intégrer. Voilà, Nike, Zara, c'est des marques, aujourd'hui, même si peut-être elles ne le savaient pas, mais aujourd'hui, c'est des marques qui proposent des vêtements. Donc nous, quand on a 40, 50, 60 ans, en fait, on le sait, mais on a du mal à arrêter de consommer ces marques-là. Alors que là, on a des jeunes pour qui le fait de le savoir rend impossible cette consommation. Donc ça, c'est un engagement. Donc voilà. Ensuite, ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette démocratie représentative, en fait, elle a toujours été en crise. C'est le principe de la démocratie que d'être en crise, parce que c'est un système où il n'y a pas de vérité qui tombe du ciel, il n'y a pas de ciel de l'absolu, il n'y a pas de vérité qui vient de la tradition. Claude Lefort disait joliment, c'est l'écroulement des repères de la certitude. Et dans une démocratie, seul ce qui est produit par un débat a une valeur, et encore cette valeur n'est que relative, puisqu'un débat ultérieur peut détricoter ce que le débat a produit. Donc les jeunes, c'est normal que ça les fatigue d'avance. Ils ont une lucidité par rapport à ça. Et ça ne fait que nous rappeler aussi la beauté de la démocratie. Et je pense que ce qu'on peut dire aux jeunes, c'est deux choses. D'abord, merci d'être là parce que vous avez une exigence, un idéal, un rapport à l'absolu, un rapport à la planète dont on a besoin. On a besoin de ce regard-là. Mais en revanche, comprenez que vous devez aussi grandir et que ce n'est pas parce que la démocratie est un régime imparfait que ce n'est pas le plus beau des régimes pour lequel nous devons nous battre. Et je pense qu'ils seront sensibles à ce discours. Si on leur dit bêtement le droit de vote a été chèrement conquis, tu dois l'utiliser, c'est une obligation, ça ne leur parle pas. Mais si on leur explique, ce que j'ai souvent fait en tant que prof de philo, ce que c'est que la démocratie, pourquoi c'est un régime fatigant, lassant, un régime imparfait, mais que cette beauté tient à cette imperfection, alors ils pourront s'engager en allant un peu plus davantage voter et pas simplement faire une pétition sur Instagram, quoi. Cédric, vous êtes député, vous représentez cette démocratie représentative justement en laquelle les jeunes ne croient plus, que les jeunes n'entendent plus. Comment cette réalité-là vous questionne-t-elle dans l'exercice de votre responsabilité ? D'abord, historiquement, la démocratie représentative avec le suffrage s'est imposée. C'est décrit par exemple dans l'ouvrage de Bernard Manin sur les démocraties représentatives. C'est imposé pour faire en sorte qu'il y ait une sorte de contrat social entre les représentants et les représentés. Sinon, on aurait pu préférer le tirage au sort, qui reste le système le plus démocratique qui soit. L'abstention, c'est donc la rupture de ce contrat, le fait pour lequel on a conçu l'élection qui se retrouve battu en brèche, et ça impose une réponse. Une réponse de la part des démocraties, de la part de la façon dont on envisage l'exercice, et possiblement une modification de la façon dont ça se fait. Alors, il y a des aspects techniques par rapport à ça, il y a des aspects plus sur le fond. Au plan technique, je fais partie de ceux qui considèrent que le mode d'élection des parlementaires n'est plus adapté. On a un Parlement qui, de par la façon dont le suffrage est effectué, un suffrage majoritaire, juste dans la foulée de l'élection présidentielle, plus les institutions de la Ve République se retrouvent dévalorisées par rapport à l'exécutif, par rapport au gouvernement. Un Parlement paradoxal, parce que la loi en pratique, et on le voit bien quand on est au Parlement, est écrite en majorité par le gouvernement et corrigée ou remodelée légèrement par les parlements en pratique. Et il est temps de passer, selon moi, à une autre forme de régime qui serait un vrai régime parlementaire. Pardonnez-moi, ça me demande une précision. Le déséquilibre dont vous parlez, il relève aussi de la manière dont les présidents exercent leurs responsabilités. Tous ne sont pas obligés de l'exercer de manière aussi verticale et directe qu'on l'a eu avec Nicolas Sarkozy et qu'on a aujourd'hui avec Emmanuel Macron. On peut aussi faire de sa fonction qu'elle soit extrêmement respectueuse du Parlement, du Sénat et de l'Assemblée nationale. On peut l'imaginer, mais il y a aussi une question d'institution. Et la façon dont toute la société, en cas de problème, se tourne par voie de pétition, par voie d'interpellation, vers la figure du président, plutôt que vers la figure du Parlement, est assez révélatrice, significative. Mais aussi au niveau de la Constitution, tous les articles, toutes les technicités qui font que le gouvernement a à la fin le dernier mot.
Par exemple, si, vous savez, si dans un projet de loi que le gouvernement fait voter, un vote du Parlement qui ne plaît pas, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, qui ne plaît pas au gouvernement, le gouvernement peut très bien faire revoter, sans explication, quelques jours plus tard, le même article en espérant que le vote sera conforme. Et de toute façon, tant que le calendrier met l'élection législative juste après l'élection présidentielle, le fait majoritaire fait toujours que la majorité qui est élue reflète la couleur, reflète le président, et qu'en pratique, la majorité présidentielle se retrouve à être l'arbitre de tous les débats parlementaires. Il est possible qu'en 2022, les choses soient différentes, nous verrons. En tout cas, on voit combien c'est différent, et c'est très intéressant, l'exercice allemand en même temps, la façon dont c'est commenté, on voit à quel point l'exercice allemand, qui est un vrai exercice parlementaire, avec un chancelier ou une chancelière qui est le résultat d'une alliance entre partis issus des législatives, est complètement différent de ce qui se passe en France, où c'est l'élection présidentielle qui détermine tout le reste. Enfin, les coalitions n'ont pas toujours fonctionné non plus. On le voit aussi notamment en Israël. On voit comment un système comme celui-ci peut aussi amener au... Il est vrai, mais en Israël... Effectivement, les 120 sièges de la Knesset, les 11 ou 12 partis, ce sont des situations politiques exceptionnellement difficiles. Il ne faut pas croire que c'est à cause des institutions qui se retrouvent paralysées. C'est bien à cause des situations politiques incroyablement complexes que ça se traduit par ces systèmes, où quand vous avez 2 voix d'avance à la Knesset, vous considérez que c'est une très large majorité. J'aimerais vous faire réagir... l'un et l'autre, alors en tant que philosophe et député, mathématicien, en tant que personne, en tant que père de famille aussi, à une étude que vient de publier The Lancet, que j'évoquais en introduction tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que pour s'engager, il faut croire en l'avenir. Sinon, c'est difficile de s'engager. Cette étude a été publiée il y a quelques jours, donc. Elle montre que les 3/4 des 16-25 ans de 10 pays riches ou pauvres jugent l'avenir, je cite, effrayant. Une grosse moitié d'entre eux, 56%, estiment que l'humanité est condamnée. Et on ne s'étonnera pas alors que 39% d'entre eux hésitent à avoir des enfants. Cette éco-anxiété est devenue plus qu'une réalité, c'est un tsunami. Comment l'un et l'autre réagissez-vous d'abord à ces chiffres? Et surtout, comment faut-il les interpréter d'un point de vue démocratique et du point de vue de l'engagement? Charles. 2 remarques. D'abord, je ne pense pas que le chiffre du déclaratif soit le même que le chiffre de la véritable pensée. Je connais bien cette génération, ça a été pendant des années mes élèves, j'ai des enfants de cet âge-là. Il est clair que, vu ce qu'ils entendent en permanence, quand ils ont un micro ou un coup de fil et qu'on leur demande « est-ce que vous êtes inquiet ?», ils vont évidemment dire oui, et ils vont, à mon avis, le dire davantage quand on leur pose la question sur ce mode-là que ce qu'ils pensent profondément, je crois. Ça, c'est un premier bémol. Et le deuxième bémol, c'est comment on fait la part des choses. Et c'est là qu'on a un travail à faire en tant qu'enseignant, en tant que politique, en tant que philosophe, entre une angoisse qui paralyse et une angoisse qui mobilise. Entre une peur qui casse les jambes et une peur qui donne des ailes. Et je pense que plutôt que de s'interroger sur ce chiffre, il faut se demander comment on parle à cette peur pour qu'elle nous conduise vers l'action et pas vers une sorte de tétanie. Alors évidemment, c'est pas une solution de plus faire d'enfants. Il vaut mieux essayer de faire des enfants et de sauver le monde pour qu'il y ait des enfants plutôt que de ne pas faire d'enfants. Et moi, je pense qu'une façon d'orienter cette peur ou cette angoisse vers la mobilisation et pas vers la démobilisation, en fait, vers le sursaut, l'action et pas vers la paralysie, c'est aussi de dire que d'abord, elle est légitime, mais ensuite qu'elle est souvent bonne conseillère, en fait. Dans l'évolution, hein, c'est parce qu'on avait peur de choses qu'on a survécu et qu'on s'est développé. Et donc, je pense que ce qu'on peut dire à cette jeunesse, c'est: qu'est-ce que tu vas faire de cette peur? Comment ça va se traduire en habitude de consommation? Comment ça va se traduire dans ton rapport à la viande, à l'élevage industriel? Comment ça va se traduire justement par rapport aux élections qui ont lieu bientôt? Est-ce que tu ne crois pas que si tu es un peu cohérent, il vaut mieux te bouger et aller voter même si le système est imparfait? Et je pense que c'est une façon de parler, c'est une manière de proposer à cette jeunesse quelque chose. Mais encore une fois, il y aurait 2 choses dramatiques. La première, ce serait de dire... que cette peur te paralyse, c'est légitime parce que l'avenir est sombre. Et la deuxième, ce serait de dire n'aie pas peur et d'être dans le déni. Encore une fois, entre les deux, je pense qu'il y a le chemin pour une peur qui, comme je le disais tout à l'heure, au lieu de casser les jambes, donne des ailes. Cédric. Oui. Un point qui est dur à estimer, c'est l'impact qu'a pu avoir
l'épidémie mondiale de coronavirus là-dessus. On sait combien les jeunes ont été affectés psychologiquement de façon très forte par la pandémie. Et ce sentiment qu'ils se retrouvaient, que leur vie sociale se retrouvait sacrifiée, alors qu'eux-mêmes étaient globalement pas dans les personnes à risque. Et on a tous vu dans les universités les consultations chez les psychologues monter en flèche, les déprimes, la grande dépression qui s'est abattue à ce moment-là, à un âge où on a besoin de contacts sociaux plus qu'à aucun autre âge. Et on peut espérer que, précisément dans le redémarrage post-Covid, je ne dis pas que c'est maintenant, parce qu'on ne sait pas exactement où on en est, mais que ça viendra forcément, on va voir cette peur se muer en volonté d'action. Un signe qui, moi, m'a marqué et qui m'a beaucoup inquiété, c'est de voir que certains mouvements dans lesquels on avait beaucoup de jeunes assez radicaux sur les questions environnementales se sont retrouvés avec les jambes coupées. Je pense à Extinction Rébellion, qui était très actif il n'y a pas si longtemps et qui maintenant visiblement se cherche. Je pense à Youth for Climate, qui était très actif à un moment et qui maintenant se cherche. Ils ont vu les uns et les autres la grande difficulté de réaliser une sorte de plan qui était de faire bouger l'ensemble de la société, de mobiliser l'ensemble de la société pour qu'elle agisse sur le processus démocratique. Ils ont vu à quel point une initiative démocratique très audacieuse qui a donné de remarquables résultats sur la question climatique, qui était la Convention citoyenne pour le climat, s'est retrouvée stoppée contre le mur de la représentation parlementaire. Je crois qu'il faut le dire comme ça. Et ils ne savent pas, aujourd'hui, ils ne savent pas bien trop sur quel pied danser. On peut nourrir les meilleurs espoirs pour l'avenir une fois que la vie sociale aura mieux redémarré. Personnellement, je dois avouer que, contrairement à malgré ma nature générale optimiste, j'ai accueilli les statistiques que vous évoquez à la fois sans grande surprise et avec grande inquiétude. C'est l'heure malheureusement de conclure. J'aimerais vous entendre sur un point en particulier qui nous concerne tous, à la fois les étudiants auprès de qui vous enseignez, que vous accompagnez, et puis bien sûr toutes les personnes qui travaillent. C'est avec la crise pandémique, la manière dont les entreprises ont adopté le télétravail, et au final, on le voit bien, ça s'inscrit dans le temps. Dans une même entreprise cohabitent un peu ou beaucoup de présentiel, un peu ou beaucoup de distanciel, des temporalités très différentes, des aspirations aussi très éloignées selon les situations personnelles. On voit des salariés s'exiler loin de leur lieu de travail. Des entreprises, notamment américaines, refusent toujours le retour de leurs salariés dans les murs. D'autres en profitent pour réduire drastiquement la surface de leur bureau. Les moyens de communiquer, d'échanger, hier, qui étaient presque exclusivement physiques, se font désormais en grande partie sur écran. Ma question est toute simple. Comment donner envie de s'engager quand on se retrouve dans un contexte de lien humain à ce point-là dématérialisé ou atomisé? Je ne suis pas sûr que ça s'évalue à ce point quantitativement. C'est-à-dire, ce qui compte, si on a une répartition de présence et de distance, ce n'est pas tellement le pourcentage de dématérialisation et le pourcentage de vraie présence, c'est la qualité de la présence qu'en présence il y a. Et s'il y a qualité de la présence qu'en présence il y a, même si elle est beaucoup plus petite que la dimension de télétravail, en fait, elle suffit à créer un monde commun et à créer un lien qui, par ailleurs, sera maintenu dans la distance. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on est pleinement présent quand on est ensemble? Et à l'évidence, auparavant, alors qu'il n'y avait pas de télétravail, les gens n'étaient pas non plus ensemble, ils étaient devant leur écran, chacun dans son bureau. Et c'était un peu dommage de créer de la pollution, des embouteillages, des heures de transport pour se retrouver à envoyer des mails à la personne dans le bureau d'à côté, et à consommer de l'énergie, à s'énerver et à finalement ne pas être ensemble. Donc moi, j'ai un regard plutôt optimiste et bienveillant à l'égard de ce changement. Je pense qu'il y a quelque chose à inventer d'intéressant. Et si on prend des gains en énergie, des gains par rapport à la pollution, des gains par rapport à la planète, des gains en temps de vie par rapport à sa famille et ses amours et ses amitiés, et qu'on a une bonne répartition de présentiel, comme on dit, et de distance, et qu'on fait très attention que sur les 2 jours sur 5 en présence, il y ait véritablement un être ensemble, il y ait véritablement des réunions où on se parle, il y ait des moments où on travaille ensemble et on n'est pas derrière son écran,
alors ça me paraît plutôt aller dans la bonne direction finalement. Et ce serait un bel enseignement de cette crise du Covid, de découvrir que ce qui compte, c'est pas d'être ensemble un nombre d'heures ou un nombre de jours, c'est de savoir être ensemble un peu, vraiment, quand on est ensemble un peu, qu'on soit vraiment ensemble complètement. Et c'est ça la qualité de présence, et on le voit bien. Il y a plein d'entreprises qui sont en train de se réinventer. Et puis c'est aussi très bien, si on arrête de payer des loyers démesurés pour des immeubles monstrueux où on s'entasse, c'est très bien aussi de retrouver une meilleure répartition. Et vous voyez, il y a plein de gens qui découvrent que, en fait, ils vont aller en présence sur le lieu de leur travail, je sais pas, 2 jours sur 5. Ces 2 jours-là, ils vont vraiment être avec les autres, inventer quelque chose de commun. Et pendant les 3 autres jours, non seulement ils vont faire vivre ce lien parce qu'il existait, mais en plus, ils auront plus de temps pour s'aimer, lire, découvrir et voir grandir leurs enfants. Donc moi, je serais plutôt pour essayer de poser des conditions sous lesquelles cette répartition aille dans le bon sens, quoi. À quelles conditions, Cédric, on peut aller dans le bon sens qu'évoque Charles? D'abord, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Charles Pépin. Télétravail, c'est certain, c'est une des évolutions post-Covid, je suis convaincu, qui vont rester et qui, si on le prend bien, nous feront aller dans la bonne direction. Bonne direction, ça veut dire avec plus de capacité pour progresser, plus de convivialité, au sens où pouvait le dire Ivan Illich. Et ça développe beaucoup certaines choses que j'ai pu voir auparavant dans ma carrière de mathématicien, à une époque où déjà un des enjeux, c'était la bonne répartition entre le temps qu'on passe à se rencontrer entre mathématiciens à travers le monde et à utiliser le temps de présence pour ce à quoi la présence est bien, engager la conversation sans savoir vraiment où elle va, profiter du hasard, passer des idées qui ne sont pas bien formulées, et le travail à distance qui a toujours été la meilleure méthode que j'ai pu pratiquer en toute ma carrière pour faire progresser des projets en coopération internationale quand ils sont déjà entamés. On l'a vu dans le Covid, le télétravail donnant le pire et le meilleur. Le pire, c'est des sortes d'amphis désincarnés qu'on peut voir quand on fait cours avec des caméras noires sans savoir vraiment qui sont les fantômes qu'on a en face de soi à cours, ou des cours dans lesquels on n'est pas vraiment concentré, ou la fatigue qui vient quand on a trop d'heures de télétravail, que ce soit dans la colonne vertébrale, ou que ce soit dans l'attention, que ce soit dans le regard, ou tout ce que vous voulez, ou la prédation accrue entre entreprises qui cherchent à avoir les cadres en télétravail comme quelque chose de complètement échangeable, interchangeable, indépendamment du lieu où elles se trouvent. Et puis le meilleur, c'est-à-dire plus de temps pour soi, sa famille. C'est quelque chose que j'ai vu aussi dans les questions parlementaires entre avant et après le Covid de ce fait du télétravail, ou bien évidemment le fait de passer moins de temps dans les transports, le fait de pouvoir mieux répartir son effort là où ça vaut la peine d'être en présence. Comme pour tout, il faudra des règles claires qui tranchent et qui permettent de dire ici on est vraiment en présence, ou ici on est vraiment à distance, et il est trop tôt pour voir exactement quelles seront ces règles, mais il faudra s'entendre sur le nombre de jours, sur la durée, voir l'instauration, quand on est en présence, d'une interdiction de communication à distance ou de choses comme ça. Je vais évoquer une réflexion que m'a faite un jour le grand rabbin Chaim Korsia par rapport aux questions de technologie et de communication à distance et tout ça. Et il m'a dit, nous, dans le judaïsme, on a un avantage structurel sur vous autres dans l'usage de la technologie, c'est qu'il y a un jour par semaine qu'on passe sans technologie. Tu ne peux pas savoir comme ça fait du bien. Merci à vous. J'ai une dernière question en un mot. Quel est l'engagement que vous rêvez d'initier un jour ou que vous auriez rêvé d'accomplir et que vous n'avez pas réussi justement à mettre en œuvre? Question à l'un à l'autre, vraiment en quelques secondes. C'est une question dure. Je crois quand même que l'engagement qui est le mien, que j'aurais rêvé de porter plus haut et que je porte à travers tous mes livres, tous mes enseignements, toutes mes conférences, mais voilà, moi je ne suis pas engagé en politique, c'est un acte militant pour une joie de vivre qui ne soit pas déni de la complexité de l'existence, mais qui soit une joie lucide précisément de tout ce qui entrave cette joie. Et dans un monde qui oscille entre le désespoir, l'angoisse, le ressentiment d'un côté, et de l'autre côté, une psychologie positive un peu excessive, un peu
d'auto-persuasion et d'auto-bourrage de crâne. Moi, je milite pour une philosophie de la joie. Mais la vraie joie, vous savez, comme le disait Clément Rosset, c'est une joie toujours contrariée. La joie est paradoxale ou n'est pas la joie. Nous savons tout ce qui ne va pas. Nous savons l'injustice, nous savons l'inégalité, nous savons les drames du monde. Mais nous sommes joyeux quand même. Cédric ? Je vous laisserai le choix entre voir un jour l'émergence d'une Europe avec des institutions matures, un Conseil de l'Europe qui joue son rôle de chambre haute avec une vraie représentation démocratique, une commission efficace, des jeunes qui font leurs études de façon pan-européenne à grande majorité dans une génération, un engagement écologique majeur, ou la démonstration de la régularité Sobolev inconditionnelle pour l'équation de Boltzmann inhomogène. Bon. Comment dire ? Peut-être l'Europe, hein ? Au moins j'ai compris. Merci à vous. Mais vous n'avez aucun sens esthétique. Merci infiniment. Merci infiniment.